Piper? Pourquoi cet homme qui nourrit son chat risque-t-il d'y rester? De la gelée bleue qui tue? De quelle façon une soirée de télévision a-t-elle causé la perte du maçon? Comment ces hommes sont-ils morts chez eux? Il y a plus de façons de mourir que ce que l'on peut imaginer. Certaines sont soudaines et choquantes. D'autres sont lentes et méthodiques. Mais toutes les morts, peu importe leur invraisemblance, peuvent être expliquées. Même les plus insolites. Reefton, petite ville côtière de la Nouvelle-Zélande. Le 15 août 2001. Sheldon Morgan vient d'emménager chez sa mère et c'est l'heure de nourrir le chat. On gèle en Nouvelle-Zélande car on est en hiver. Morgan ne se rend pas compte que sous ses pas, l'allée est glacée. Piper! Where are you, baby? My precious Piper! C'est le choc qui assomme Sheldon. Mais c'est la malchance qui le fait tomber face première dans le bol du chat. Cela peut sembler anodin, mais selon le docteur Goldman, expert en biologie humaine, c'est potentiellement mortel. On peut se noyer dans une petite quantité d'eau. Lorsque l'eau entre dans les poumons, vous ne pouvez plus inspirer d'oxygène ni évacuer le dioxyde de carbone. Pas besoin de beaucoup d'eau dans les poumons pour ça. Le bol du chat ne contient que 4 cm d'eau. Mais puisque le visage de Sheldon est submergé, cela suffit pour provoquer une noyade sèche. Dans 15 à 20% des noyades, il s'agit de ce qu'on appelle une noyade sèche, c'est-à-dire dans une très petite quantité d'eau. Cette petite quantité d'eau est aspirée par le nez ou la bouche. La victime inspire et l'eau qui se trouve dans sa bouche est poussée dans les voies respiratoires. Lorsqu'elle entre en contact avec le larynx, elle peut parfois provoquer un spasme. Ce réflexe s'appelle laryngospasme et est en fait une contraction musculaire involontaire des cordes vocales. Il survient lorsque les cordes vocales tentent d'empêcher l'eau, le mucus ou même le sang de pénétrer dans les poumons. En se contractant, les cordes vocales bloquent les voies respiratoires. En bloquant l'entrée d'eau dans les poumons, elle bloque aussi l'entrée d'oxygène. Privé d'oxygène, le corps connaît un nouveau réflexe, appelé réflexe d'immersion. Un phénomène que le docteur John Rodka connaît parfaitement. Le réflexe d'immersion ralentit la fréquence cardiaque dans le but de protéger le cœur. Il tente aussi de protéger le cerveau en réduisant l'activité métabolique nécessaire à la survie des cellules cérébrales. Afin de maintenir une quantité d'oxygène limitée dans le sang, le réflexe d'immersion ralentit le rythme cardiaque de 50%. Le sang est ensuite dirigé vers la poitrine pour garder les poumons gonflés et contrer les pressions externes. Ensuite, le flux sanguin vers les extrémités est ralenti. En fin de compte, le taux d'oxygène dans le cerveau tend à être maintenu par le ralentissement de l'activité cérébrale et, dans une certaine mesure, par l'arrêt momentané des fonctions vitales. Ces réflexes sont destinés à protéger le cœur et le cerveau lorsqu'on se trouve en danger de noyade. Mais Sheldon est inconscient. Comme il était inconscient, son réflexe de toux a pu être inhibé. Il lui a donc été impossible de recracher l'eau qui se trouvait dans ses poumons. Morgan a le visage dans le bol du chat depuis plus de 3 minutes.
Il aurait fallu que quelqu'un le sorte de l'eau et le mette sur le dos avant que 5 minutes soient écoulées. Puis, on aurait dû commencer les manœuvres de réanimation. Mais aucun secours n'arrive pour Sheldon. Et une autre minute s'écoule. Sans l'intervention de quiconque, sans ambulancier pour vous installer un tube respiratoire, vous finirez par vous asphyxier. C'est le sort qui semble être réservé à Sheldon. Vous disposez d'un certain temps, probablement quelques minutes, avant de subir un arrêt cardiaque fatal. C'est malheureusement ce qui arrive. Le décès de Sheldon Morgan a probablement été causé par un arrêt cardiaque. Son destin tragique l'a mené à une mort insolite par noyade, dans moins de 4 cm d'eau. Après la pause. De la gelée bleue qui tue. Kent, dans l'État de Washington, au sud de Seattle, le 28 novembre 2004. Aidan Bray, 24 ans, habite seul dans une maison mobile. Il a des intérêts variés et a toujours aimé bricoler. Son obsession du moment, les lampes à lave. Une passion que partage l'historien de la culture pop et expert des lampes à lave, Anthony Voss. Elles sont apparues sur le marché en 1963 grâce à Edward Craven Walker. Il a réuni des chimistes et toute une équipe pour mettre la formule au point. Tout le procédé, la cire, les proportions, la façon dont c'est mélangé et même comment le fluide est mis dans la lampe, tout ça c'est secret. Le mélange exact est peut-être secret, mais le fonctionnement s'explique à l'aide de cours de physique de niveau de l'école secondaire. Le liquide n'est que de l'eau à laquelle on a ajouté un agent de surface qui équilibre les niveaux et qui fait que ça flotte. Ce n'est qu'une question de densité. Quand on réchauffe la cire, elle fond et quand elle est chaude, elle monte vers la surface pour ensuite se refroidir et retomber vers le fond. Mais le processus n'est pas instantané. La cire peut prendre jusqu'à 4 heures avant d'être suffisamment chaude pour se mettre en mouvement. Aidan n'a apparemment pas la patience pour une telle attente. Je comprends ce qu'il a voulu faire. Il a voulu accélérer le réchauffement. Il a pensé qu'il pourrait se servir de sa cuisinière. Seulement, les lampes à lave sont conçues pour être utilisées avec des ampoules de 40 watts. Louis Bloomfield, professeur de physique, explique pourquoi il peut être dangereux de la chauffer trop vite. Alors que la lampe est sur l'élément chauffant, l'eau se réchauffe. Une partie se transforme en vapeur au sommet de la lampe. Et à mesure que la vapeur d'eau se densifie, la pression à l'intérieur de la bouteille augmente. Sous des conditions atmosphériques normales, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Mais l'intérieur de la lampe est loin d'être un environnement normal. Ce que Aidan n'avait pas prévu. Comme la bouteille est étanche, l'eau ne peut pas bouillir. Si l'eau ne peut pas bouillir, bien que la température soit suffisante, c'est que dès qu'une bulle tente de se former, la pression est si forte qu'elle est immédiatement écrasée. Donc aucune bulle ne peut se former et rester stable dans l'eau. La pression peut augmenter jusqu'à 40 fois la pression atmosphérique normale à mesure que la vapeur s'accumule.
Éventuellement, quelque chose doit céder. La bouteille se fêle et elle n'est plus hermétique. La pression tombe soudainement, laissant les bulles de vapeur se former. Cela a pour effet de faire bouillir l'eau instantanément. Tout cela en une fraction de seconde. Le contenu de la bouteille, qui était jusque-là liquide, s'est transformé en une masse de vapeur gazeuse. Il ne s'agit pas seulement de vapeur, mais d'une vapeur en équilibre avec de l'eau extrêmement chaude. C'est donc de la vapeur sous haute pression. Elle exerce une force énorme parce qu'elle est entourée d'air à pression normale. Elle a tout simplement catapulté les morceaux de verre. La bouteille de verre, en craquant, crée des éclats de verre meurtriers, propulsés par le puissant souffle de vapeur. Leur vitesse est sans doute passée de 0 à quelques 300 km/h. La pièce a été éclaboussée avec la force d'un petit canon ou d'une grenade. Les morceaux de verre volent à travers la pièce à 300 km/h. Malheureusement pour Aidan Bray, certains éclats ont trouvé comme premier obstacle son cœur. Dans les premiers temps des bateaux à vapeur et de l'énergie thermique, les explosions de chaudière étaient terribles. Lorsqu'on compresse un gaz sous haute pression, on emmagasine beaucoup d'énergie. C'est pourquoi on peut produire de l'énergie électrique en utilisant la vapeur. On transporte des mégawatts de puissance, mais il ne faut pas la laisser sortir. Le 30 novembre, après 2 jours sans nouvelles de leur fils, les parents d'Aidan arrivent chez lui. Comme ils ne voient rien d'anormal à l'extérieur de la maison, ils décident d'entrer afin d'en avoir le cœur net. C'est dans la chambre qu'ils font la macabre découverte. Leur fils, victime d'une mort insolite. Après la pause. Comment une soirée devant la télé peut s'avérer mortelle? Kings Lynn, en Angleterre, le 24 mars 1975. Just gonna watch the bloody telly. Alex Mitchell, maçon de profession, s'apprête à passer la soirée devant la télévision. Une soirée qui commence comme tant d'autres. The Goodies est l'émission favorite de Alex. Il n'en rate jamais un épisode. Il s'attend au genre d'humour grotesque qui a fait la renommée du groupe. Mais il n'attendait certainement pas un numéro dans lequel un Écossais en kilt se bat contre un homme armé d'une saucisse de boudin. Alex trouve ce numéro particulièrement amusant. You are the only person in the world who finds this show even remotely funny. Quand Alex commence à rire, il ne peut plus s'arrêter. Est-ce que ça peut être dangereux? Le docteur Clifford C. Kuhn est surnommé le docteur du rire. Il est spécialiste de l'effet du rire sur le corps humain. Le rire réduit le stress, stimule le système immunitaire, soulage la douleur, diminue l'anxiété, stabilise l'humeur, repose le cerveau, facilite la communication, favorise la créativité, donne espoir, maintient le moral, aide à reprendre des forces et assure une bonne santé à long terme. Ce sont là les effets répertoriés par les recherches.
Quelques minutes après le début de la scénette, Alex rit toujours. Il rit maintenant sans arrêt depuis 6 minutes. Dans les premières 30 secondes de rire, le rythme cardiaque s'accélère. Pour fournir plus de sang et plus d'oxygène aux muscles et à d'autres parties du corps. Après 5 minutes, vos bras commencent à s'agiter et c'est maintenant tout votre corps qui travaille. Après 3 minutes de rire ininterrompu, les muscles du thorax travaillent fort pour soulever la poitrine. L'abdomen se contracte et s'étire. Après 6 minutes, le rythme cardiaque est doublé, ce qui augmente considérablement la pression sanguine systolique et diastolique. Le rire est une sorte d'exercice aérobique. C'est un stress énorme pour les systèmes respiratoires et cardiovasculaires. Il serait nécessaire de s'entraîner en vue d'un tel exercice. Alex Mitchell, qui rit maintenant depuis 15 minutes sans arrêt, ne semble pas prêt de s'arrêter. À ce moment, ses muscles entrent en déficit d'oxygène. C'est-à-dire que le cœur est incapable de leur fournir l'oxygène assez rapidement pour combler leurs besoins. Le rire irrépressible de Alex pousse son corps à brûler l'oxygène à un rythme insoutenable. À bout de souffle, ses poumons s'efforcent d'apporter le plus d'oxygène possible à son sang. Et son cœur fait tout ce qu'il peut pour pousser le sang oxygéné à travers son corps. Mais les besoins surpassent toujours l'approvisionnement. Il est maintenant sur le point de perdre le contrôle de son corps. Les muscles qui se fatiguent le plus rapidement sont ceux que l'on appelle les muscles lisses. Ce sont les sphincters, le côlon et les muscles des poumons. Ces muscles involontaires, sur lesquels on compte sans y penser, commencent à défaillir. À mesure que ces sphincters se fatiguent, les conduits lacrymaux de Alex commencent à laisser couler des larmes. Puis, l'urine qu'il peut avoir dans la vessie commence aussi à s'échapper. Alex rit maintenant depuis plus de 20 minutes consécutives. Et il ne peut toujours pas s'arrêter. Il commence alors à rire non seulement du stimulus original, mais aussi de son propre rire. Il y a quelque chose de contagieux dans le rire. Il s'auto-alimente. Il est incapable de parler. De l'urine s'échappe de sa vessie. Son corps est dangereusement en manque d'oxygène. Il est peu probable qu'une personne qui n'est pas en excellente forme physique soit capable de survivre à plus de 20 minutes d'un rire aussi intense. Car, à ce point, votre cœur travaille au-dessus de ses capacités. Votre pression sanguine atteint des sommets. Et la température de votre corps augmente, ce qui demande encore plus d'oxygène, dont vous manquez déjà. Vous commencez à implorer un répit. On peut supposer que ça se termine par une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou l'aspiration d'un corps étranger. Quelque chose qui se bloque dans vos poumons et empêche l'air d'y entrer. Alex est mort de rire. Un rire qui a probablement provoqué un AVC sévère. Mais quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Le rire peut être une véritable panacée. Mais la mort insolite et inusitée de Alex Mitchell prouve que même les meilleurs remèdes doivent être utilisés avec modération. Alex, that is not funny. Alex? Souvenez-vous que même une toute petite quantité d'eau peut être mortelle. Que la patience est plus qu'une simple vertu. Et que l'humour peut tuer.
nourrir le chat, un passe-temps et une soirée devant la télévision. 3 activités apparemment sans danger que l'on pratique dans le confort de notre chez-soi. Des activités qui n'empêchent pas une mort insolite et inusitée.